atelier est consacré à l'étude d'un concept jungien connu sous le nom d'anima animus, qui est l'archétype sexuel qui fait partie des éléments constitutifs de l'appareil psychique selon Jung. Alors pour comprendre cette notion d'anima et d'animus, tant dans ses fondamentaux théoriques que dans sa pertinence, eh bien nous devons remonter très loin dans le temps pour revisiter l'idée de l'hermaphrodite des origines. Ce principe de l'hermaphrodite témoigne de ce que, à l'origine des temps, inconcevable pour notre esprit, eh bien, l'âme était unique et que, à la faveur d'une circonstance qui nous échappe là aussi, eh bien, cette âme unique aurait été dédoublée en masculin et en féminin. Ce mythe est universel. Nous le retrouvons non seulement dans la Genèse, qui est très proche de notre culture, lorsque Adam est créé, il est créé mâle et femelle à l'image de son créateur et fait à sa ressemblance. Et nous allons retrouver aussi ce mythe dans une culture qui nous est proche, à savoir dans le banquet de Platon, il est fait état de cet hermaphrodite des origines où il nous décrit que les hommes et les femmes à une certaine époque étaient des sphères dotées de 2 têtes, de 4 bras, de 4 jambes, de 4 pieds, qui avaient une telle puissance qu'ils envisageaient de s'emparer de l'Olympe, ce à quoi Zeus a mis un terme en commandant à un de ses collaborateurs, Apollon, en leur demandant de bien vouloir mettre un terme à ses ambitions en les séparant, ce que Apollon s'est employé à faire, et depuis, ce qui a été séparé n'a de cesse que de vouloir se retrouver grâce à Eros, qui fait l'objet d'un autre atelier qui détaille ce principe-là. Donc, force est de convenir que d'un côté les hommes, d'un côté les femmes, nous ne sommes, et les uns et les unes, que la moitié d'une histoire. Or, la psyché a une aspiration naturelle à la complétude, et cette complétude, nous sommes entraînés, éduqués à aller la chercher à l'extérieur de nous, à travers un partenaire ou une partenaire de vie qui se trouve bien mal avisé et mis dans l'impuissance de satisfaire cette complétude qui ne peut se réaliser qu'au-dedans de chacun d'entre nous par ce que les alchimistes appellent nos noces alchimiques. Alors, la psyché androgyne fait l'expérience d'un corps sexué et sous le poids de la culture, sous le poids des influences historiques, eh bien nous allons prêter crédit uniquement à cette appartenance de genre, à cette identité masculine et féminine, en nous identifiant à des comportements qui sont associés au masculin et féminin, tels que l'ont défini les différentes cultures. Et nous avons oublié cette nature androgyne. Pourtant, il semble évident que chacun d'entre nous garde dans les profondeurs de sa vie psychique la nostalgie de l'autre moitié. La preuve en est, c'est que nous n'avons de cesse que de vouloir la trouver à l'extérieur, alors même que nous avons l'obligation de la trouver au-dedans. Voilà. Et c'est cette nostalgie de l'autre partie de nous-mêmes que Jung a nommé anima et animus. Alors, l'animus chez la femme, c'est cette personnification de son masculin dont elle a gardé la nostalgie, et l'anima, c'est la personnification du féminin dont l'homme a gardé la nostalgie.
je pourrais insister sur cette nostalgie parce que nous savons hein, que le sexe apparaît qu'à la 10e semaine de la gestation. Même si au niveau chromosomique, le sexe est fixé dès la conception, sa manifestation, ça devient visible, euh, du moins pour les échographistes, elle devient visible qu'à la 10e semaine. Donc cet état d'androgyne, il est aussi manifesté par ce constat. Hein, voilà. Donc, anima animus, comprenez bien, hein, Jung ne pouvait pas en son temps utiliser le mot âme, il était déjà taxé de mysticisme avéré et donc dissident par rapport à l'orthodoxie de son époque, et donc la prudence l'a invité à émettre deux mots, mais qui désignent cette autre partie de notre âme qui reste méconnue parce que enfouie dans les profondeurs de notre psyché et qu'il s'agit d'aller la retrouver. Alors, dans cet atelier, je vais aussi aborder en votre présence ce qui a pu participer à cet ensevelissement de cette autre moitié. Eh bien, pour les femmes, la première image que l'animus endosse, c'est celle du père. Et si l'animus, qui est un archétype, a endossé des images historiques de pères défaillants, je donne cet exemple-là, eh bien, il est à l'étroit dans ce complexe père, c'est ainsi que Jung le nommait, il est à l'étroit et donc ne peut pas délivrer toute l'énergie dont il est porteur, il ne peut pas animer, il ne peut pas féconder la psyché de la femme qui reste coincée dans des représentations masculines liées à son rapport au père. Et pour les hommes, il en est de même. L'anima endosse comme première image celle de la mère, et donc lorsque l'anima archétype sexuel est confondu avec une image de la mère historique, et bien là aussi elle se sent à l'étroit et elle ne peut pas délivrer toutes les forces, toutes les richesses qu'elle pourrait mettre à la disposition d'un homme. Alors bien sûr, ce ne sont pas que des concepts, il y a des réalités très concrètes. Une femme qui est privée de son animus, eh bien, elle est privée de sa capacité à réaliser, à organiser, à analyser, et donc elle reste coincée dans le registre Sois belle et tais-toi, qui en fait une parfaite idiote. Je pousse à l'extrême mes exemples, mais pour que vous puissiez comprendre la pertinence de cet apport à notre vie psychique, et alors même qu'elle pourrait, en récupérant cette force archétypique de l'animus, elle pourrait être, comment dire, porteuse du logos, à savoir, elle peut avoir accès à la connaissance. Or, vous savez que depuis que la civilisation existe, rares sont les femmes qui ont eu historiquement accès à la connaissance parce que justement elles appartenaient au genre féminin. Et il en est de même pour un homme qui serait privé de son anima, eh bien, il bénéficierait d'une anima qualifiée de négative, alors même que cet anima a vocation à faire de lui un être sensible, à pouvoir lui permettre, cette force archétypique lui permet de réaliser ses potentialités spirituelles, conditionne tout son rapport au vivant, tout son rapport à l'altérité, puisque le propre de l'anima, c'est de véhiculer des valeurs féminines telles que sont bien la relation, la transmission de la vie. Hein. Et donc, cette anima, si elle est négative, eh bien, nous allons avoir affaire à un homme plutôt rigide, avec
une pensée analytique, coupée de sa sensibilité, avec une sensiblerie, une instabilité d'humeur difficile à supporter par son environnement. Voilà. Donc vous voyez que ces deux archétypes, animus et anima, ont des fonctions très spécifiques dans la psyché humaine et bien sûr inscrivent l'homme et la femme qui en sont conscients et qui dialoguent, autant la femme avec son animus que l'homme avec son anima, les émancipent du personnel pour les faire passer à la dimension universelle. Donc vous voyez les conséquences spirituelles sur les dynamiques intrapsychiques de ces deux personnages que sont les hommes et les femmes.